La construction navale est complexe et fabriquer un navire performant est très difficile. Mais même les profanes savent qu'un navire doit transporter passagers ou fret sur l'eau sans couler. Ou peut-être aller faire exploser des trucs. C'est justement cette dernière partie, le fait de ne pas couler, pas celle de faire exploser, avec laquelle le RP Flip prend beaucoup de liberté, qui est le seul navire autocoulant jamais construit. Initialement conçu pour la recherche navale durant la guerre froide, le Flip est en service depuis le début des années 1960. Il reste le seul navire connu à avoir coulé et refait surface. Non pas une fois ni deux, mais plus de 300 fois. J'imagine que va te faire voir Titanic. Le Flip, c'est la matérialisation navale de l'expression. Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. Et la seule chose plus étrange que son histoire, c'est sa conception. Au cœur de la guerre froide, les États-Unis voulaient résoudre un problème très précis. Comment lancer un missile nucléaire embarqué sur un sous-marin sans révéler la position du sous-marin lui-même? La réponse était immédiatement évidente. Il suffit de le lancer sous la surface. De cette façon, le sous-marin n'a jamais besoin de faire surface, et l'ennemi ne peut pas déterminer l'emplacement exact d'où le missile a été lancé. C'était ce qu'on appelait le projet Subroc, et il n'y avait qu'un seul problème avec cela. Les fluctuations d'amplitude des ondes sonores sous-marines causées par les fonds marins en pente étaient très mal comprises. Si un sous-marin soviétique lançait un missile depuis la surface ou même sous la surface, les sous-marins américains de l'époque ne pourraient pas le localiser précisément à cause de ces fluctuations. Le Flip résolvait ce problème, mais ce n'était pas aussi simple que si l'Office de la recherche navale proposait simplement de financer un navire destiné à faire la seule chose qu'un navire n'est pas censé faire, à des fins de recherche. Au départ, l'idée était d'utiliser des navires ou sous-marins existants pour la recherche, mais ce n'était pas possible car ils subissent du lacet et du pilonnement en mer. Le sous-marin USS Barr, d'abord utilisé pour la recherche, s'est vite révélé inadapté à cette tâche. Ses bras mesuraient 100 pieds, mais il ne pouvait pas obtenir de relèvement à 300 pieds de profondeur à cause des vagues qui faisaient trop bouger le sous-marin. Pour faire simple, il est difficile d'obtenir un bon relèvement des sources sonores si l'on n'est pas parfaitement stable. En cherchant quelle plateforme construire, le docteur Alan Wiener, alors scientifique pour la marine, a constaté que les MOP restaient très stables, même en mer agitée. Et si on construisait simplement une immense MOP avec des instruments de recherche à l'intérieur, puis on la retournait, c'est ainsi qu'est né le RP Flip. Les exigences initiales étaient ambitieuses. Le navire devait avoir un tirant d'eau de 300 pieds pour installer des hydrophones, sorte de microphones submersibles, et être très silencieux pour ne pas les perturber. La partie submersible du navire devait avoir une grande rigidité en torsion, et la partie en surface devait être équipée d'un laboratoire électronique. En plus de tout cela, il devait répondre à une exigence majeure, pouvoir couler volontairement sans tuer tout le monde. RP Flip signifie Research Platform Floating Instrument Platform, et elle remplissait parfaitement les exigences. La clé de sa capacité étrange réside dans la flottabilité. Le Flip doit être si flottant qu'il ne peut couler. Gunderson Brothers Engineering, qui l'ont construit, ont résolu ce problème en supprimant tout sous la proue et en fixant une longue bouée à espar au navire. C'est pourquoi, vu d'en haut, il ressemble à un hybride entre un navire et un sous-marin, ou à un serpent de mer mécanique avec une tête surdimensionnée si vous êtes un peu plus créatif. Le principe de la flottabilité est assez simple. Tant qu'un objet a une densité moyenne inférieure à celle du fluide environnant, il ne coulera pas. Merci à Archimède. Le type de bouée attachée au Flip est une bouée à espar. Les bouées à espar, fines et longues, flottent verticalement et conviennent parfaitement au navire, car elles restent très stables malgré le mouvement de l'océan. Elles étaient et restent les principales bouées pour la recherche océanographique. La bouée à espar sur RP Flip est la plus longue du monde. Le navire entier mesure 355 pieds, soit 108 mètres, et la bouée à elle seule représente 315 pieds, soit 96 mètres de la longueur totale du navire. Les bouées à espar océanographiques mesurent généralement seulement quelques mètres. Celle-ci est effilée, avec un diamètre de 6,5 mètres à la poupe, rétréci à 4 mètres à la proue. La conception effilée rend l'ensemble du navire moins sensible aux vagues. Il ne bougerait pas de plus d'1 mètre verticalement face à des vagues de 10 mètres. Ed Childers, ingénieur et membre d'équipage d'origine, se rappelait la stabilité inhabituelle du navire, même en haute mer. Il pouvait boire un café avec ses coéquipiers sur le pont supérieur, même lorsque des vagues de 6 mètres frappèrent le navire, tant la plateforme semblait aussi stable qu'une véritable île, ce qui est impressionnant. Le défi de construire quelque chose qui est censé pivoter à 90 degrés et rester submergé pendant environ 1 mois à la fois, c'est qu'il faut que tout continue de fonctionner pendant cette rotation.
Chaque générateur, instrument de recherche, réservoir d'eau, toilette, couchette, rampe, pomme de douche, porte de réfrigérateur, littéralement tout ce que vous pouvez imaginer, doit être conçu en tenant compte de la rotation. Tout doit avoir une double fonction, non pas de rôle, mais deux angles d'utilisation. À cause de cela, la visite du flip ressemble beaucoup à ces maisons de carnaval bizarres. Des portes sont installées sur sol et murs, des hublots au plafond, et de nombreux objets sur support pivotant. Toute la propulsion a été retirée du navire pour maximiser la flottabilité. Le flip possède 3 générateurs, 2 de 200 chevaux et un auxiliaire de 54 chevaux, destinés à alimenter uniquement les équipements de recherche et les quartiers d'habitation. Le navire n'a pas d'hélice et doit être remorqué jusqu'à sa position avant le début des recherches. L'aspect le plus important du navire, du moins en ce qui concerne sa capacité à basculer, ce sont les réservoirs de ballast, sans lesquels il ne pourrait pas faire ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Après le remorquage du flip à l'emplacement voulu, les scientifiques préparent les instruments, certains à l'extérieur, d'autres à l'intérieur de la bouée à espar, selon les besoins. Ils donnent alors le feu vert à l'équipage du navire et le basculement commence. Il ne faut pas plus d'une demi-heure pour que le navire passe de l'horizontale à la verticale, et c'est ce qui rend ce navire unique. En seulement 30 minutes, son tirant d'eau passe de moins de 13 pieds, soit 4 mètres, à 300 pieds, soit 91,4 mètres. Il y parvient en s'appuyant sur des ballasts, et il y en a beaucoup. L'équipage ouvre les vannes, inondant les ballasts avec 700 tonnes d'eau de mer. L'inondation commence à la poupe, puis, grâce au poids de l'eau, cette partie de la bouée perd sa flottabilité, commence à couler et s'incline vers le bas. Section par section, les ballasts sont remplis vers la proue et l'air est expulsé. À chaque ballast rempli, la poupe du navire s'oriente vers le fond marin et la proue vers le soleil. La bouée devient un mât de 700 tonnes qui stabilise le navire, permettant aux scientifiques de travailler librement. Le flip peut accueillir 16 personnes dont seulement 5 sont de véritables membres d'équipage, les autres étant des scientifiques. Dans cette configuration, il peut rester en mer pendant environ 35 jours. Il possède un réservoir de 1500 gallons d'eau douce et un désalinisateur par osmose inverse de 31 gallons/heure. Bien que très stable, le navire avait ses limites. Ed Charter a raconté qu'en 1969, lors d'une expédition près d'Hawaï, le flip fut testé pour la première fois. Une forte tempête située à environ 2400 km de là a généré des vagues de 25 mètres, soit 82 pieds. Putain de merde. C'était la première fois que le flip était autant mis à l'épreuve par la mer, et l'équipage a dû grimper sur la plateforme tout en haut, seul point d'observation épargné par les vagues. Ils ont rapidement perdu l'alimentation électrique et une grande caisse de nourriture. Il n'a pas fallu longtemps au capitaine pour se rendre compte que même la flottabilité du puissant flip pouvait être compromise si les vagues devenaient trop hautes. Ils ont décidé d'évacuer vers le navire qui avait remorqué le flip jusqu'à la zone de recherche de peur de couler. Heureusement, les vagues n'ont pas dépassé ce qu'ils ont vu ce jour-là et le navire n'a jamais coulé depuis. Du moins si l'on parle de submersion planifiée. Cependant, ceci représente l'extrémité la plus extrême du spectre de la houle. Le flip est plus stable que les autres navires car la majeure partie de sa masse, les réservoirs de ballast remplis d'eau, se situe sous les vagues. Luc Linan, un océanographe qui a travaillé à bord du flip, a déclaré que l'équipage se retrouvait souvent à se détendre au milieu d'une tempête et à rire des autres bateaux malmenés par les vents et les vagues. Les ingénieurs ont encore amélioré la stabilité du flip grâce à une solution de physique simple. Le flip utilisait 3 jambes sous-marines, en fait des chaînes d'ancre de 10 tonnes, chacune tressée avec un cordage en nylon, pouvant supporter 32 000 kg de pression. Pour supporter une telle pression, la ligne devait être extrêmement épaisse, et ces lignes particulières mesuraient 3,8 cm, soit 1,5 pouces de diamètre. Cette astuce fonctionnait généralement et ajoutait de la stabilité, mais lors d'une expédition dans le golfe du Mexique, un fort courant a tiré la première chaîne et incliné le flip à 45 degrés. C'est sans doute le moment où le flip a été le plus proche d'un naufrage involontaire, les courants sous-marins ayant réussi ce que les vagues n'ont jamais pu faire. Pour régler le problème, le capitaine a dû sauter dans un canot et couper la corde en nylon reliant la chaîne de l'ancre. Les scientifiques et l'équipage restèrent environ 1 mois à bord. Et lorsqu'il était temps de plier bagages et de partir, le flip utilisait simplement de l'air comprimé pour expulser l'eau de mer des réservoirs. Cela se faisait dans l'ordre inverse, en commençant par les réservoirs les plus proches de la proue et en vidant les réservoirs de la poupe en dernier. L'ordre correct était vraiment important. Selon John Hildebrand, professeur d'océanographie ayant travaillé sur le flip, si le capitaine remplissait les réservoirs de ballast dans le mauvais ordre, le navire tournerait sur lui-même, au lieu de passer de l'horizontale à la verticale, car la flottabilité tenterait de le faire remonter sans succès. De retour à l'horizontale, le flip était remorqué jusqu'à son port d'attache et préparé pour une nouvelle mission.
Même s'il est surtout connu pour sa capacité à s'auto-immerger, le flip est en réalité très important dans les milieux océanographiques. Doté de 2 laboratoires, il offrait une grande flexibilité pour l'équipement externe, permettant aux scientifiques de déployer les capteurs comme ils le souhaitaient. En plus de cela, il était doté de 3 bras de déploiement, chacun mesurant 18 mètres soit 60 pieds de long, permettant aux scientifiques de déployer du matériel comme ils le souhaitaient, et ils pouvaient même l'attacher à la coque alors qu'elle était encore immergée. Le travail le plus important effectué par le flip était, bien sûr, pour le programme Subroc mentionné précédemment. Le projectile nucléaire conçu pour le programme Subroc serait lancé sous la surface, la traverserait, puis suivrait une trajectoire balistique. À un moment du vol, il retomberait dans l'eau près de la position présumée du sous-marin ennemi et exploserait. Il n'était pas nécessaire de toucher le sous-marin ennemi pour le détruire, mais il fallait estimer azimut et distance. Le flip a permis de comprendre comment faire. Les scientifiques à bord ont installé des lasers et localisé des objets immergés prépositionnés émettant des sons. Le fait que le flip soit d'une stabilité incroyable a fait toute la différence entre l'échec et la réussite lors de ces tests. Il y avait également de légères interférences dues au son. Le flip ne possédait pas de système de propulsion et les générateurs utilisés pour alimenter les instruments à bord du navire étaient isolés et placés à la proue, bien au-dessus de la ligne de flottaison. Les lasers servant à mesurer la distance étaient placés sur les bras, assez loin des instruments pour limiter les interférences. Les résultats de ces expériences étaient alors surprenants. L'équipe scientifique du flip a réussi à étudier la physique des processus de volume dans l'océan et l'atmosphère marine proche juste en dessous de la zone d'interférence en utilisant un sonar Doppler qui fonctionne sur une plage de fréquence allant de 75 à 200 kHz. C'est vraiment important car le sonar Doppler est utilisé depuis des années pour la navigation sous-marine. C'est le genre d'équipement que l'on trouve sur un sous-marin. Après avoir équipé le flip de sonars Doppler, l'équipe scientifique a pu étudier le mouvement des vagues dans 1 km3 avec un niveau de précision jamais atteint auparavant. Ils ont mesuré le mouvement de l'océan avec une précision d'1 cm par seconde dans un rayon de 20 mètres autour des sonars. Les découvertes ont grandement amélioré la détection de distance sous-marine de la marine américaine, l'un des principaux problèmes auxquels les sous-marins étaient confrontés à l'époque. En plus de simplement trouver comment localiser plus précisément quelqu'un que vous voulez éliminer, le flip a également permis d'autres découvertes. John Hildebrand se rappelle qu'une échelle au sommet du navire permettait à l'équipage de grimper jusqu'à 30 mètres, soit 100 pieds, au-dessus de la ligne de flottaison pour une vue dégagée. Initialement utile pour leurs expériences de sonar, l'endroit est vite devenu un poste d'observation des baleines. Hildebrand a souligné qu'aucun autre lieu ni navire n'offrait une telle coordination entre identification des espèces, enregistrement des chants de baleines et observation des comportements. En s'asseyant simplement au sommet du flip, l'équipage a observé les rituels d'accouplement des baleines bleues et des rorquals communs, ainsi que la façon dont elles utilisent le chant dans leur processus de séduction. Le flip a aussi joué un rôle clé lors d'une expédition récente axée sur l'étude des échanges de gaz et d'aérosols entre l'air et la mer. Ces découvertes sont précieuses pour le militaire et la météorologie, car elles clarifient dès comment les faisceaux radars rasent la surface de l'eau et la formation des tempêtes. La météorologue Ching Wang affirme qu'aucune autre plateforme n'aurait permis les recherches menées par son équipe. Le corps cylindrique étroit du flip permet à l'air et à l'eau de s'écouler facilement, assurant ainsi des mesures plus précises. La plateforme est encore saluée pour son silence, dû à l'absence de moteur. Outre ces découvertes, le flip a servi à de longues études près de l'Alaska et d'Hawaï pour comprendre la formation des vagues lors de tempêtes. Il a étudié la turbulence, la structure thermique du Pacifique, mené une douzaine d'études sur les vagues, ainsi que sur la corrélation entre la température et les ondes sonores, ainsi que le transfert d'énergie entre l'océan et l'atmosphère. Grâce à cela, le flip s'est forgé une solide réputation dans les milieux océanographiques, mais sa retraite s'est annoncée dès les années 1990. Le flip avait cependant certaines limites stratégiques qui ont failli le conduire à une retraite anticipée vers la fin du XXe siècle. D'abord, le flip ne pouvait pas être utilisé trop au nord. La marine américaine voulait explorer l'Arctique, mais les ingénieurs du flip l'ont déconseillé car le navire était vulnérable à des périodes de vagues de plus de 17 secondes. Des intervalles de vagues sur cette plage pouvaient déséquilibrer le navire, le mettant en déphasage et risquant de le faire plonger. L'Arctique est connu pour ses vagues plus hautes et de plus longues périodes, ce qui a immédiatement disqualifié le flip pour un voyage vers le Grand Nord. Une autre raison pour laquelle le navire devait éviter l'Arctique était l'acier utilisé pour sa construction. L'acier de type 4140 à haute résistance fonctionne mal à basse température. À cause de cela, l'Institut Scripps, qui exploitait le flip sous le commandement de la marine, a envisagé de financer un flip 2 qui améliorerait l'original à tous les niveaux. Mais cette idée ne s'est jamais concrétisée. Le flip est resté opérationnel jusqu'en 2017 lorsqu'il a mené ce qui semblait être sa dernière mission.
Ironiquement, il a été mis en sommeil, puis, après les coupes budgétaires post-Covid, il a été décidé de le mettre à la casse. Selon Rob Sparrick, alors responsable du programme des navires à l'Office de la recherche navale, il faudrait environ 8 millions de dollars pour prolonger l'utilisation du navire de 10 ans, mais cet argent serait mieux employé ailleurs. La marine a envoyé le navire dans un chantier naval mexicain pour qu'il soit démantelé, et il semblait que tout était joué jusqu'à ce que Deep intervienne. L'entreprise britannique, spécialisée dans la recherche sous-marine, souhaite créer des habitats sous-marins comparables à la Station spatiale internationale, ce qui explique son intérêt pour le FLIP. Deep envisageait de construire une version modernisée du FLIP, mais en apprenant que le navire original serait mis à la casse, ils l'ont acheté et l'ont amené en France, où il est en réparation et modernisation. Deep a accompli commercialement l'équivalent commercial de la manœuvre emblématique du FLIP. Alors que tous le pensaient en perdu, ils ont gonflé les ballasts métaphoriques et ramené le navire à la surface. Ce nouveau FLIP aura un laboratoire plus grand, des capteurs et instruments de recherche améliorés et pourrait servir à lancer des véhicules sous-marins. Le FLIP lui-même devrait être relancé à un moment donné en 2026, échappant à la disparition grâce à sa modernisation et conservant fermement son titre de navire le plus étrange à avoir jamais navigué sur les 7 mers. Merci d'avoir regardé.